Bonjour à tous. On va voir ensemble le programme 2016 et également à quoi ressemble un atelier photo. À l'aide d'un diaporama, on va faire un tour rapide et on va voir en 7 points les différentes étapes. La première étape, la photo est une activité artistique. Je vous ai mis une petite définition. La photographie est une technique qui permet de créer des images sans l'action de la main, par l'action de la lumière. Le terme de photographie désigne aussi l'image obtenue. Il désigne également la branche des arts graphiques qui utilise cette technique, dont le nom signifie étymologiquement écriture de la lumière. Il est important au niveau de l'atelier de photo de jamais perdre de vue que la photo est une activité artistique, sachant que la finalité étant toujours de réaliser des belles photos. Ensuite, en 2, on va voir la technique. Aujourd'hui, la photo passe obligatoirement par l'utilisation, donc la maîtrise de matériel sophistiqué. On utilise des APN qu'il faut être capable de maîtriser. Donc ça, c'est une étape incontournable au niveau de l'atelier photo. En 3, l'infographie. Donc l'infographie, ça correspond au traitement informatique de l'image. Je vous ai fait un petit topo avec un exemple de retouche d'image pour que les gens qui ne connaissent pas du tout l'infographie aient une idée précise de cette option pour l'instant. La vidéo, pourquoi pas? Donc on verra est-ce que c'est intéressant d'en parler au niveau de l'atelier photo ou pas. Ça, c'est vous qui décidez. Aller sur le terrain, c'est intéressant ensemble d'aller sur le terrain et de pratiquer. Donc là encore, c'est à vous de décider. Et réaliser un projet en commun. Pourquoi pas? Bon, quand je dis un projet en commun, ça peut être une expo ciblée, une affiche pour le club, etc. Là encore, c'est à définir ensemble. Et ensuite, pourquoi pas, lors des séances, de développer des thémas en photo. Bon, ça peut être la photo macro, la photo de paysage, etc. Et chacun pourrait participer. Bon, j'ai appelé ça « La parole est à vous ». Donc là encore, c'est à vous de décider si c'est intéressant de développer ce thème ou pas. Donc, la photo est une branche artistique. On va voir rapidement à quoi ça ressemble, la photo artistique. On a décomposé la photo en plusieurs branches. Ici, on va parler, par exemple, de la photo macro. Alors, la photo macro, ça concerne la photo de petits objets. Par exemple, ici, on a affaire à une coccinelle, ça peut être une fleur, etc. Quand on dit macro, c'est par rapport à la photo microscopique. La photo microscopique étant, par exemple, la photo à partir d'un microscope ou dans certaines activités scientifiques. Ici, on est dans la photo macroscopique par rapport à ça, mais ça concerne néanmoins les petits objets. Alors la difficulté dans ce type de photo, par exemple, c'est le fait qu'on a une profondeur de champ limitée. La profondeur de champ, c'est en fait, si vous vous souvenez de l'époque au lycée où on utilisait un microscope, il était toujours délicat de régler la netteté sur la plaque. Donc ici, on a un petit peu le même problème, si vous voulez. On peut être net à ce niveau-là, mais on ne pourra jamais être net par rapport à cette feuille qui se trouve derrière, ou idem pour un plan qui est plus près. Donc il va falloir choisir son plan et avoir
une netteté vraiment sur le plan qui est important. Donc apparemment ici c'est plus cette partie-là que la tête de la coccinelle avec les gouttes d'eau. Donc ça c'est une difficulté qu'on va rencontrer en photo macro. Un deuxième exemple, bon ici c'est un petit peu plus simple parce que le plan arrière est beaucoup plus éloigné, mais néanmoins il a fallu faire la netteté sur les feuilles au premier plan. Un autre exemple, la photo portrait. Donc ici, comme son nom l'indique, ça consiste à prendre des photos de portrait. Mais toute la difficulté réside dans le fait où, au niveau de la photo, il faut être capable de faire passer un message. Bon, par exemple, ici, si je prends le cas de cette petite fille, donc on voit tout de suite dans son comportement, son visage, on voit ce petit aspect malicieux, on devine plus ou moins le type d'enfant. Donc ce qui veut dire que là, celui qui a pris la photo a réussi à faire passer le message. Donc c'est là que réside toute la difficulté en fait. Alors un autre exemple où ici on voit très facilement que le message c'est la souffrance. Bon là c'était peut-être plus simple à faire passer parce que vraiment l'image parle d'elle-même. La photo de paysage. Bon, je pense que tout le monde connaît le terme photo de paysage. Néanmoins, ici, je vous ai mis une photo qui n'est pas une photo grandiose. Il existe des tas de photos de paysages incroyables avec des montagnes, l'Himalaya ou les chutes du Niagara, etc. Simplement pour montrer que c'est possible, près de chez soi, de faire de superbes photos simples, mais super sympas, équilibrées, etc. C'est un petit peu le cas ici, où on a ce premier plan de fleurs sauvages, les petits cabanons et le cours d'eau. Voilà, donc ce qui donne un ensemble relativement équilibré. Ici, c'est un petit peu différent, où on a créé une ambiance un petit peu de paysage martien, avec la terre rouge. Bon, je précise en pensant qu'il n'y a pas d'électricité sur Mars. Mais cette photo a été réalisée grâce à l'arc-en-ciel. Donc ça demandait beaucoup de patience. Mais néanmoins, cette partie de photo, on voit que c'est facilement réalisable un petit peu partout sur la planète. Il n'y a pas besoin non plus d'aller au bout du monde. Il suffit de se pencher avec l'appareil pour avoir cet effet-là. Et donc vraiment une photo très sympa. La photo insolite. Bon, on en parle un petit peu moins. C'est la particularité de pouvoir saisir un paradoxe. Par exemple, ici on voit musée du vin rue des Eaux. Bon, c'est pas très cohérent, mais en tout cas c'est bien marrant. Et donc il faut être capable de voir ça. On peut avoir on a souvent des tas de paradoxes comme ça qui se trouvent un petit peu partout dans la nature, mais seulement et souvent on peut passer à côté et ne pas les voir. Donc ça demande à voir toujours quand même être vigilant et ça permet de faire des photos comiques. Ici un autre type de photo insolite où comme la précédente, on s'est vraiment penché avec l'appareil et donc là la fille est prise en photo depuis le bas, à ras du sol, ce qui donne vraiment l'impression qu'elle tombe des blocs. Donc également une photo insolite, mais là la photo est insolite plus par construction que implicitement. La photo sportive. Bon, je pense que également vous connaissez le terme photo sportive. Dans la photo sportive, ce qui est important, c'est de saisir l'instant.
Et donc là, il va falloir faire preuve vraiment de vitesse, mais en même temps, le sujet, lui, est en vitesse. Alors l'enfant tombe, hein, tombe à la vitesse grand V, donc il va falloir saisir le mouvement. Mais si l'appareil n'est pas suffisamment rapide, vous allez avoir comment des traînées ou voir du flou sur le bord, etc. Donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler à des vitesses élevées. Donc ça c'est une technique relativement simple mais qu'il faut également maîtriser. Sachant qu'au niveau du visage, le piqué sera moins important. Bon, tout à l'heure on a parlé de photos de portraits, hein, où là vraiment il va falloir au niveau d'un portrait être très précis, distinguer, être capable de compter les cheveux. À l'inverse, au niveau d'une photo sportive, on va pas vraiment s'intéresser aux détails du visage. C'est plutôt l'ensemble, le dynamisme de l'ensemble qui est important. Voilà, donc une autre photo sportive. Donc là vraiment, c'est génial où on a surpris le mouvement, hein, où la personne est au milieu des nuages. Vraiment, ça dynamise la photo, hein. Là, on voit les traits des nuages, etc. Sachant que la personne n'est pas spécialement très très nette. Mais ce qui a été important, c'est d'immobiliser le mouvement. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil, il va falloir être rapide et agir sur la vitesse de l'appareil. La photo noir et blanc. La photo noir et blanc est une partie importante de la photographie artistique, sachant que la photo noir et blanc n'est pas l'enfant pauvre de la photo couleur. C'est souvent un petit peu perçu comme ça. En réalité, la photo noir et blanc est toujours très utile, à tel point que tous les appareils récents nous laissent la possibilité de prendre une photo en noir et blanc, ou éventuellement on peut la modifier par la suite en infographie. Alors pourquoi le noir et blanc? Tout simplement, si je regarde cette photo-là, tout de suite je remarque deux choses importantes. Au niveau du sol, ici le craquement, le sol aride. Le craquement ici est vraiment très très perceptible, hein, où on voit tous ces alvéoles, etc. Si je prends la même photo en couleur, je ne distinguerai pas des contrastes élevés comme ça. Donc le sol sera plus difficilement, on verra plus difficilement les alvéoles. Idem à ce niveau-là, où on a quelque chose de magnifique, on a une espèce de supernova. C'est pareil, si je prends le nuage ici qui est probablement bleu-blanc, enfin blanc-bleu, et ici le ciel à l'inverse qui est bleu-blanc, il ne va pas se détacher de la même manière. Grâce au noir et blanc, on distingue vraiment la forme. On n'est pas absorbé par les couleurs. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du noir et blanc. Un autre cas de photo noir et blanc, bon, je vous rassure, la demoiselle n'est pas toute nue. Un autre cas dans le sens où on va jouer sur la lumière. L'ombre également, l'ombre est super sympa, et donc ça donne vraiment de la douceur et de l'érotisme à la photo. Un effet qui serait beaucoup plus difficile d'obtenir au niveau avec la couleur. Photographier la lumière. Effectivement, sur cette photo, qui est une photo magnifique pour plusieurs raisons, mais néanmoins, je ne pense pas que c'est une photo qui soit vraiment très difficile. Par contre, il est clair que des tas de gens vont passer à côté de ce pont et ne vont pas voir que c'est un cas vraiment intéressant de photo. Donc déjà, du fait de la lumière, hein, ici on distingue le pont avec la lumière rouge, et donc avec le reflet, ça nous donne un rond parfait. En plus, la photo, c'est centré au milieu de la photo, hein. Il n'y a pas d'effet rajouté, elle n'a pas été trafiquée parce qu'on le voit au niveau de la lumière, hein, ça correspond à une lumière normale quand on a une ouverture relativement longue.
Donc ça, c'est également une photo qui est peut-être pas très difficile à faire, néanmoins qui est très intéressante et qui est magnifique. Enfin, photographier la lumière, c'est vraiment très intéressant. Ici, une autre photo, toujours pareil, c'est une photo simple, mais on s'aperçoit avec la lumière de la bougie, qui est une lumière, une couleur très chaude, on aura l'occasion de parler des couleurs, ça va nous amener quelque chose de très contrasté au niveau de la main, hein, et donc quelque chose de très simple à faire, mais de très sympa. Sachant qu'il serait impossible de prendre cette photo au flash. Hein. Le flash détruirait complètement la composition de la photo. Hein. Ça nous détruirait la lumière, les contrastes, les ombres, etc. Hein, ça serait un sacrilège. Voilà, donc on vient de faire un petit tour. On a défini très sommairement la photo artistique. On a parlé donc de la photo de portrait, sportive, macro, etc. Maintenant, je vais vous faire travailler un petit peu et je vous pose la question, a-t-on affaire à une bonne ou mauvaise photo? Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, ce qui peut choquer dans ce type de photo, c'est le fait que la photo, on se trouve avec l'horizon en plein milieu de la photo. Bon, les gens qui ont fait un petit peu de photos ont appris la règle 1/3, 2/3, hein, qui veut dire l'horizon doit être soit à 1/3 ou soit à 2/3. Mais on ne doit pas faire ce genre d'erreur. Donc, on pourrait penser qu'on a affaire à une mauvaise photo. En fait, le tirage d'Andreas Curtis, hein, donc le photographe, intitulé Rhin 2, a été vendu 3 millions d'euros lors d'une vente aux enchères chez Christie à New York. Cette somme stratosphérique en fait à ce jour la photo la plus chère du monde. Bon, ça c'est peut-être plus tout à fait d'actualité parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres photos qui se sont vendues très très chères. Donc ce qui veut dire on est obligé de penser que c'est une belle photo. Donc comme quoi la photo est quelque chose de vraiment subjectif, en sachant que si vous respectez pas la règle 1/3, 2/3, peut-être que ça ne fonctionnera pas aussi bien que Andreas Curtis. Hein, sachant que si vous voulez, Picasso a dit, moi j'ai passé des années à apprendre à dessiner comme un enfant. Pour violer les règles, on a le droit de le faire en photo, mais encore faut-il connaître les règles. Hein, si vous faites n'importe quoi, vous ne pourrez pas obtenir ce genre d'effet. Voilà, donc ça, en fait, c'est une image boueuse du Rhin gris sous des cieux gris. Hein, c'est ce qui fait toute la force de la photo. Donc une photo qui en apparence peut sembler mauvaise, mais qui est une photo magnifique. Voilà, donc là je vous ai mis deux autres photos du même photographe, un photographe hyper connu, hein, pour vous montrer qu'il a fait des choses totalement différentes. Hein. Donc là où on voit cet ensemble de couleurs, de géométrie, la société de consommation. Voilà, très belle photo également qui parle d'elle-même. Et celle-ci, qui est également une photo qui s'est vendue très très cher, hein, où ici on joue vraiment sur la lumière. On a réussi à photographier la lumière à ce niveau-là, cette fontaine blanche, hein, ici assez incroyable. Et en plus, le noir et blanc nous rajoute vraiment du dynamisme dans la photo. Ces formes hein, incroyables, cette géométrie magnifique de la roche est donnée vraiment par le noir et blanc. Ça serait un effet qui serait quasiment impossible à réaliser en couleur. Comme quoi, encore une fois, le noir et blanc est très très important en photo.
Bon ou mauvais homme politique? Non, excusez-moi. Bonne ou mauvaise photo? Je vous rappelle qu'à l'époque où cette photo a été prise, Sarkozy est président de la République. Donc, le photographe pouvait-il se permettre de prendre le président de la République flou et le Premier ministre net? Normalement, une bonne photo consiste à équilibrer, c'est-à-dire il aurait dû avoir sa profondeur de champ qui peut-être un tout petit peu moins de netteté, mais on aurait dû avoir ces deux personnages, les principaux, relativement nets. Et ce n'est pas le cas. En réalité, c'est une très bonne photo parce elle s'est vendue relativement cher. C'est une photo qui est apparue dans Paris Match, il me semble. Enfin là, ça serait encore à vérifier, mais il me semble que c'est Paris Match. Mais si on lit l'article explique tout simplement que Philon est en arrière-plan et en quelque sorte, il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre, mais c'est lui le personnage important. Parce que par rapport à l'article, il vise la place de président de la République. Donc finalement, le journaliste nous donne un coup de main pour comprendre l'article. C'est lui le personnage principal, même s'il est dans l'ombre. La photo la plus célèbre de tous les temps. La tragique histoire de la photo la plus célèbre de tous les temps. Qui n'a jamais vu cette célèbre photo de Kevin Carter montrant un enfant soudanais en train de mourir de faim, sous les yeux voraces d'un vautour prêt à se jeter sur lui? Effectivement, c'est une photo qui est la plus célèbre par rapport à la tragédie qu'elle évoque. Mais ça fait encore partie du métier de journaliste, de montrer des photos très très fortes pour faire réagir éventuellement les gens, en tout cas les médias. Voilà, donc vous avez une petite idée de l'art en photo, en tout cas de ce qu'on va faire à l'atelier de photo cette année pour le programme 2016. Donc on va essayer de revenir et d'essayer de contrôler toute cette technique qui permet de faire de la photo macro, ou sportive, portrait, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de la technique, parce que comme je vous l'ai dit au début, on va être amené forcément à maîtriser l'utilisation d'un appareil numérique. Alors un appareil numérique, ça ressemble à ça, où on va trouver énormément de boutons. Donc ça peut sembler un petit peu comment ça peut faire peur. Néanmoins, il faut savoir quand même que c'est des appareils très sophistiqués, mais également très simples, parce qu'on a des menus qui vont nous aider à travailler, à choisir nos programmes. Donc si on a bien compris le principe de la photo, l'utilisation de l'appareil coule un petit peu de source. Donc ici, voilà la photo d'un appareil réflexe. Donc quand on dit réflexe, c'est essentiellement, on reviendra dessus, mais c'est essentiellement cette partie-là, qui est l'optique, est détachable. On peut remplacer l'optique par un autre objectif. Donc il va se dévisser à ce niveau-là et on a bien deux éléments séparés, l'objectif et le boîtier. Et donc, par rapport au type de photo, on va être amené à choisir un objectif différent. Donc, on va consacrer quand même pas mal au moins une séance pour expliquer les types d'objectifs. Ça, c'est important en photo. Ici, on a la photo d'un appareil photo réflexe numérique en coupe, ce qui va nous permettre de voir la composition de l'intérieur. On va retrouver les deux parties, l'objectif ici, qui va se démonter à partir d'ici grâce à une baïonnette, et la deuxième partie, le boîtier. Donc on voit tout de suite que la partie
optique est composé uniquement de lentilles. Donc c'est très important au niveau de la qualité des lentilles, donc ça on en parlera, où on a des différences de prix assez importantes au niveau de l'optique, de la qualité. Et la partie boîtier où on retrouve le pentaprisme, ce qui fait vraiment la différence avec un appareil qui n'est pas réflexe, on verra pourquoi. Le miroir à 45 degrés, bon, sachant qu'aujourd'hui on a une tendance, par exemple chez Sony, où le miroir à 45 degrés devient un miroir semi-transparent, qui amène vraiment beaucoup de choses nouvelles, intéressantes, mais ça on verra par la suite. Voilà, donc ça c'est en fait l'intérieur d'un réflexe, un appareil photo numérique. Alors un petit mot quand même concernant les objectifs, sachant que c'est une pièce relativement maîtresse au niveau des appareils réflexes. Bon, on en parle peu, c'est dommage, parce que c'est même peut-être plus important de faire le bon choix au niveau de l'objectif par rapport au boîtier. Néanmoins, on a des prix vraiment différents. C'est un peu difficile de s'y retrouver si on n'a pas un minimum de base concernant les objectifs. Par exemple, si je prends cet objectif-là et je vous demande le prix, c'est comme ça, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce qui va me permettre de dire que cet objectif-là est par exemple moins cher ou plus cher que cet objectif-là? Bon, celui qui connaît bien peut le voir par rapport à la marque, mais néanmoins, c'est pas évident. Par exemple, celui-là coûte 1820 euros. Donc, c'est un objectif qui est relativement très cher. A l'inverse, celui-ci coûte 150 euros. Donc, vous voyez une différence d'un rapport supérieur à 10. Donc, il faut encore être capable de le justifier ou de comprendre pourquoi cette différence de prix. Donc ça, c'est important. Donc cette année, c'est pareil, on réservera vraiment une voire plusieurs séances concernant les objectifs. Le fonctionnement de l'appareil, bon, là, je vois par exemple sur un appareil les différents programmes. Donc les appareils se ressemblent. Et éventuellement, on retrouve toujours un petit peu la même chose au niveau de la programmation. Donc même si ça semble complexe, si on comprend bien le fonctionnement de la photo en général, il est facile de se repérer sur un appareil réflexe. La lumière et les balances des blancs. Donc la lumière, effectivement, c'est le nerf de guerre au niveau photo, parce que c'est grâce à ces photons, à cette quantité de lumière qui rentre dans l'appareil réflexe, qu'on va pouvoir sensibiliser la partie électronique. Donc, vraiment, il est important de maîtriser la lumière suivant la température de couleur. On verra qu'il existe des températures de couleur. C'est ce qu'on voit ici, où on démarre de l'infrarouge pour terminer sur l'ultraviolet. Donc là, on a quasiment le même paysage et on peut obtenir des effets totalement différents. Ici, on est équilibré et là, on vire sur les rouges, là, on vire sur les violets. Donc, suivant l'effet recherché, suivant le moment de la journée, on peut obtenir des effets totalement différents. Et donc là, c'est vraiment très très important en photo de maîtriser la lumière. Le temps d'exposition également. Quand on parle de temps d'exposition, c'est la vitesse d'obturation, d'ouverture et de diaphragme. Donc le temps d'exposition, ça va nous permettre de la même manière d'accentuer des effets. Par exemple ici, on a des étoiles. Donc si vous laissez votre appareil ouvert pendant un certain temps, les étoiles vont se déplacer. Donc je vous signale que le ciel, tous les étoiles se déplacent en même temps autour d'une étoile fixe qui se trouve ici, qui est l'étoile polaire. Donc ça va nous faire vraiment une sensation de circonférence. À tel point que si je laisse encore ouvert beaucoup plus longtemps, je vais avoir quasiment plus qu'un cercle.
un cercle blanc. Donc c'est la trajectoire de la petite étoile, le déplacement de l'étoile qui me donne ces effets de trait. Donc ça, de la même manière, j'ai des tas de possibilités de jouer sur la lumière. On sera amené également à parler de profondeur de champ. Donc, la profondeur de champ, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la petite coccinelle, où on expliquait que suivant le plan, on ne pouvait pas avoir le devant, la coccinelle et la petite feuille derrière net. Donc, en photo, on est souvent amené à parler de profondeur de champ. Donc, ça peut être un problème effectivement en macro, mais ça peut, et souvent, c'est un phénomène qui est recherché en photo. Comment ajouter du phénomène. Bon, par exemple ici, ça c'est clair que sur ce type de photo, il y a vraiment une volonté de faire ressortir net ces quelques touches. Et derrière, on a un aspect flou qui nous donne vraiment un aspect artistique de la photo. Donc c'est vraiment l'effet recherché dans le cas présent. Par contre, ça peut être un effet parasite également. Donc ça, c'est vraiment important de maîtriser la profondeur de champ. La composition et le cadrage, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser rapidement. On voit bien sur ce type de photo, qui est une très belle photo, mais néanmoins, le photographe a coupé la petite fille ici au niveau du front, et c'est vraiment très dommage. Donc le cadrage, c'est important. Bon, ça c'est une erreur qu'on ne fait pas en général avec un réflexe, parce qu'on verra pourquoi un réflexe va nous aider vraiment à ne pas faire ce type d'erreur. Par contre, on peut faire ce type d'erreur avec un appareil qui est non réflexe du fait du problème de parallaxe. Donc c'est pareil, on reparlera du cadrage. Donc on a fait le tour concernant la photo, on a vu l'aspect artistique, on a vu également l'aspect technique. Donc maintenant on va voir des choses qui sont connexes, associées à la photo, bon, qui ne sont pas obligatoires, simplement ensemble on va pouvoir définir si c'est intéressant de le mettre au programme ou pas. Mais néanmoins, au préalable, il faut encore savoir de quoi on parle. Donc, je vais commencer par vous expliquer en quoi concerne l'infographie. Alors, par exemple, l'infographie, c'est le fait de dire j'ai pris cette photo. Seulement, cette photo comporte quelques problèmes par rapport à ce que j'ai vu dans mon appareil au moment de la prise de vue. En l'occurrence, si je prends ici le Colisée, ça c'est une photo qui a été prise à Rome, si je prends le Colisée, ici je m'aperçois que j'ai un défaut à ce niveau-là. Les perspectives, on se doute bien que le Colisée n'est pas comme ça, à ce niveau-là il est parfaitement droit, donc j'ai un défaut de perspective. J'ai également un défaut de gamma ou de contraste photo. Au moment où cette photo a été prise, le ciel était beaucoup plus lumineux, on avait même cette lumière orange qu'on trouve le soir au coucher du soleil, qui avait tendance à sortir par les constructions ici, par les fenêtres. Et donc, c'est plus le cas au niveau de la photo. Donc, il y a des petits soucis de prise de vue. Donc, je vais corriger ces erreurs ou ces problèmes techniques. De ce fait, je vais utiliser un logiciel. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir ma photo. Voilà, je la cherche. Voilà, c'est celle-ci. Ok, voilà ma photo. Et donc, à partir de là, grâce à mon logiciel d'infographie, je vais pouvoir amener des corrections. Donc, je prends mon icône qui, lui, me permet de corriger les perspectives. Et donc là, je vais déformer ma photo pour retrouver une perspective perpendiculaire à mon monument. Donc recréer la perspective telle qu'elle est en réalité. Voilà, donc là ça semble pas trop mal. Voilà, encore
c'est une petite correction. Ok, donc à ce niveau-là, donc j'applique les modifications. Voilà, donc c'est pas mal. J'ai encore un petit défaut de cadrage que je peux corriger de centrage en fin de compte. Voilà, donc là je fais une redécoupe. Voilà, donc là j'ai corrigé ma perspective et j'ai corrigé mon centrage. Il me reste mon problème de lumière. Alors pour ça, je vais choisir le menu couleur, mes courbes de couleur, et donc là je vais pouvoir modifier. Voilà, donc je recherche la position la plus performante. Voilà, donc là ma photo est terminée, je l'enregistre. Voilà, donc ma photo est enregistrée, j'ai terminé mes modifications. Bon, donc avant j'avais cette photo et après j'ai cette photo. Hein, on voit bien où on a corrigé ici la perspective, on a corrigé également le cadrage hein, et également la lumière. Donc ça, on le fait grâce au traitement informatique de l'image. Alors un petit mot quand même sur le logiciel que je viens d'utiliser, hein, qui s'appelle GIMP. GIMP est un logiciel open source. Alors qu'est-ce que ça veut dire open source? Tout simplement, c'est un logiciel qui est distribué librement, donc gratuitement. Et de ce fait, il fait partie d'une communauté de gens qui vont constamment l'améliorer. Le fait d'utiliser ce logiciel-là, si vous passez beaucoup de temps à le maîtriser, vous savez que ça sera toujours bénéfique pour vous. Hein, sachant qu'il existera toujours des mises à jour, que ça peut tourner sur n'importe quel ordinateur, ça ne pose pas de souci, bon, qu'il soit relativement puissant quand même, ce qui n'est pas le cas de logiciels payants. Hein. Je sais par exemple dans les associations, les gens conseillent parfois Photoshop. Photoshop, les gens n'ont pas forcément les moyens de l'acheter. Si ils n'ont pas les moyens de l'acheter, on va peut-être leur passer une version piratée. Mais à chaque fois, ça va poser d'énormes problèmes. Hein, sachant que la version de Photoshop que vous avez, si vous rachetez un nouvel ordinateur, va pas fonctionner parce que souvent les nouvelles versions, il faut racheter la nouvelle version, elle ne marchera pas sur la nouvelle plateforme Windows par exemple, ça c'est assez classique. Et si c'est des gens qui n'ont pas les moyens de mettre par exemple 700 euros tous les 3 ans dans les nouvelles versions, il y a un jour où vous l'utilisez plus et puis à ce moment-là vous repassez à autre chose. Tout ce que vous avez appris dessus, ça sert plus, etc. Ça va être vite l'enfer. Donc moi j'ai abandonné totalement ce type de logiciel hein, et au profit de GIMP qui est un open source. Et donc là, vous n'avez pas ce problème-là. Hein, vous savez que vous pouvez l'utiliser à vie et sachant qu'il est très très performant, c'est un logiciel professionnel hein, qui respecte toutes les normes en photographie, donc un produit très très intéressant qui ne pose pas de problème. Donc on travaillera uniquement avec ce type de produit. Hein. Je vous mets le raccourci, les gens qui veulent le télécharger, qui ont déjà un petit peu de dextérité en informatique, vous avez le raccourci, il suffit de le recopier, je vous le mets sur mon site, comme ça c'est beaucoup plus simple pour le trouver. On peut également se poser la question, est-ce que la vidéo fait partie de la photo? Bon, vous pouvez toujours répondre que la vidéo, c'est 25 images par seconde. Mais est-il vraiment intéressant au sein de l'atelier photo de parler de vidéo? Bon, ça c'est une question, c'est à vous de définir si ça doit faire partie du programme. Sachant quand même qu'aujourd'hui, au niveau des appareils APN, réflexes,
ils ont tous la possibilité intégrante de faire de la vidéo. La vidéo, c'est quand même relativement intéressant, hein, sachant que c'est la possibilité de filmer une tranche de vie. Bon, avec une photo, c'est bien, mais c'est quand même différent. Et je pense que effectivement, ça serait intéressant de pouvoir, en tout cas, de développer un petit module vidéo. Et là encore, il existe des logiciels de montage, toujours en open source, hein, qu'on peut voir également ensemble. Bon, là, je vous ai mis un petit exemple de vidéo, un petit film de 2 minutes, hein, qui permet, éventuellement, ça vous donnera peut-être le goût, en tout cas, d'aller plus loin. Voilà, donc c'est la fin, hein. Merci pour votre attention. Donc on a fait un petit peu le tour, hein. Je vous ai expliqué ce qu'on entend par l'art de la photo, la technique et les différents points annexes. Voilà, donc en résumé, la photo est une activité artistique, bon ça va de soi, et donc ça sera un petit peu le cap, hein, le fil conducteur de l'atelier photo, donc ça d'office ça fera partie de notre programme. Ensuite la technique, bon bah, aujourd'hui on n'a pas le choix parce que sans la technique il n'est pas possible de faire de la photo, donc je le coche également. Ensuite l'infographie. Alors là, c'est à vous de répondre, hein. Est-ce qu'on doit rajouter ça au programme ou pas? Idem pour la vidéo. Est-ce que c'est intéressant de faire de la vidéo ou voir plus tard, je ne sais pas. Aller sur le terrain. Donc là, c'est encore à vous de décider. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller sur le terrain? Est-ce que tout le monde a envie de pratiquer en groupe? Un projet en commun. Donc là, en ce qui me concerne, je trouve ça important parce que finalement, ça permet de donner une certaine finalité à l'atelier photo, faire quelque chose ensemble, une expo par exemple.
et ensuite développer des thèmes lors des sessions d'atelier photo, donc de se consacrer peut-être une demi-heure, 15 minutes pour des thèmes où tout le monde pourrait participer. Voilà, donc à vous de réfléchir sur les points 3, 4, 5, 6, 7